Lecture dédiée à Michael Pabst. Jean-Marc Parisis. Prescription. Roman. Stock. 2024. Consultation. 2 semaines auparavant, une fin d'après-midi de mai, alors qu'il venait de sortir du journal où il travaillait, Pierre Vernier avait soudainement éprouvé une sensation de ruissellement à l'intérieur de son corps, comme un fluide tiède, émollient, s'extravasant dans les mailles du tissu cellulaire et l'engourdissant. C'est le choc thermique, s'était-il dit, le contraste entre la fraîcheur climatisée du bureau et la touffeur de la rue. Son classeur à photos avait glissé de sa main moite. Il avait tenté de le ramasser sur le trottoir, fléchi ses jambes, qui s'étaient dérobées. Une paume appuyée au sol, il était parvenu à récupérer le dossier, puis à se relever, et gagner un banc, où il s'était affaissé. Passants, voitures, vélos, façades, tournoyaient comme sur un manège sous une pluie d'éclairs. À chaque coup de tonnerre, la ronde s'emballait, précipitait passants, voitures, vélos, façades, dans les remous d'une mer sale et houleuse, battue par un ouragan. Des paquets de vagues acides lui brûlaient la nuque, le cuir chevelu. Un trait de foudre lui cisailla le visage de la tempe droite au maxillaire gauche. Une seconde décharge électrique, portée symétriquement du tympan gauche aux racines des molaires droites, acheva de le crucifier. Des clous fissuraient ses os, les esquilles crevaient les parties molles de son cerveau. Combien de temps? Il en avait perdu la notion. Sa montre lui indiqua plus tard que la crise avait duré une trentaine de minutes, sans lui laisser d'autres traces que celles que lui livrait le miroir d'une boutique, le reflet d'un homme pâle comme un mort, aux cheveux d'une teinte blond-gris, aux traits réguliers sans être extraordinaires, épuisé par ce qu'il venait d'endurer, mais bien décidé à continuer son chemin à pied, sans l'aide de personne. Le soir, Vernier jugea inutile de parler du malaise à sa compagne. Il avait retrouvé les couleurs au moment où Marion était entrée dans l'appartement. Il soupçonnait un accès de migraine ophtalmique, affection dont il avait souffert quand il était étudiant, et qui reviendrait 40 ans plus tard sous une forme plus imagée, violente, vengeresse. Une crise semblable survint le surlendemain, puis le vendredi, alors qu'il marchait dans les rues luminescentes d'un printemps pressé d'étouffer Paris avant l'été. À chaque fois, il avait trouvé un banc pour traverser ces moments pénibles. Le samedi, tandis que Marion travaillait à un livre chez l'un de ses collègues d'université, vertige et migraine térébrante le visitèrent chez lui. Craignant qu'une crise ne le terrasse au journal ou un soir, en présence de sa compagne, il résolut de consulter un neurologue dans un quartier assez éloigné de son lieu de travail et de son domicile. Le mardi suivant, quittant le journal plus tôt que d'habitude, muni d'un rendez-vous avec le docteur Benjamin Lemieux, il s'était rendu à la clinique privée Cachin, dans le 13e arrondissement. Après l'avoir interrogé sur ses symptômes, le jeune médecin les avait traduits dans sa langue. Céphalée avec aura, vertige rotatoire, nystagmus, scotum positif, acouphène, hyperacousie, névralgie irradiante du trijumeau. Puis il avait prié son assistante d'accompagner son patient au rez-de-chaussée pour des examens sanguins et une IRM cérébrale. Le sang de Vernier avait coulé dans 8 tubes de 5 centilitres, et sa main courut sur un questionnaire curieux de savoir s'il portait un pacemaker ou des clips vasculaires, s'il souffrait de claustrophobie, ou s'il avait déjà reçu des éclats métalliques dans l'œil. Sa dernière radiographie remontait à une vingtaine d'années pour l'entorse d'un poignet. Dans une pièce attenante, une assistante radiologue lui avait tendu une chemise d'examen bleue et montré une cabine où il pourrait s'en revêtir une fois délesté de sa montre et de tout objet soumis à aimantation. À sa sortie de la cabine, elle lui avait proposé des bouchons de cire. Indolore, l'examen émettait cependant un ronronnement désagréable. La cire semblait le seul produit naturel dans la salle scintillante d'écran. Au centre, la plateforme blanche d'imagerie par résonance magnétique ressemblait à une énorme machine à laver dont on aurait démonté la porte, ou à un sous-marin de poche à hublot frontal. Il s'était allongé sur le plateau d'examen,
Le radiologue l'avait aidé à caler sa nuque dans une minerve de plastique. Après quoi, il avait glissé dans le tube de l'IRM Telstar 91 comme un pain dans un four. L'examen avait duré une vingtaine de minutes pendant lesquelles, suivant sa pente d'homme tranquille, il avait pensé à autre chose. Remonté dans le cabinet du docteur Lemieux, Vernier s'était vu prescrire du tonzidium, un antimigraineux en gélule à ingérer matin et soir, et fixer un rendez-vous pour le début de la semaine suivante. On saurait alors à quoi s'en tenir sur ses céphalées et ses vertiges. Il avait acheté le médicament et commencé le traitement le soir même, à l'insu de sa compagne, veillant aussi à lui cacher l'hématome de piqûre au creux du coude. Le lendemain, dans la rue, il avait connu une crise de moindre intensité. Le surlendemain et les jours suivants, vertiges et migraines avaient disparu. Le dernier lundi de mai, à 17 heures, après avoir validé la plupart des photos qui paraîtraient le lendemain dans le journal, Vernier avait donc franchi d'un pas serein le sas vitré de la clinique Cachin. À peine avait-il éteint son smartphone dans le hall que l'assistante créole du docteur Lemieux l'avait mené au premier étage et introduit dans le cabinet du neurologue. Bonjour, monsieur Vernier, dit le médecin, en calant ses bras sur les accoudoirs d'un fauteuil ergonomique. Bonjour, docteur, répondit Vernier. Il s'assit sur la chaise matelassée de velours rouge. Derrière son bureau gris cendre en fibre de bois, le médecin d'une quarantaine d'années portait toujours une chemise bleu clair à col américain, ouvert sur un bouton. Les cheveux fournis et châtains, plantés bas sur le front, dessinaient les mêmes ondulations au niveau des tempes. La barbe et la moustache, sombres et travaillées, n'avaient pas poussé d'un poil. Les ongles étaient toujours aussi ras. Un petit pansement blanc collait encore à son annulaire gauche. Les aiguilles de sa montre de plongée indiquaient à s'y méprendre l'heure du rendez-vous de la semaine précédente. Depuis la dernière consultation, de l'écartement des rideaux de la fenêtre à l'emplacement du dictionnaire Vidal à côté de la console de téléphone sur le bureau, tout semblait s'être figé dans la pièce blanche et cubique, à l'exception de la taille de l'hibiscus empotée sur le guéridon sous la fenêtre. Les pétales roses s'étaient épanouis, le pistil et les étamines jaunes dardaient, les feuilles vertes caressaient maintenant la bouche du climatiseur, toujours réglé sur 20 degrés. Comment vous sentez-vous, monsieur Vernier? Il lui avait posé la même question la dernière fois, à son retour des salles d'examen du rez-de-chaussée, de la même voix, grave et creuse, mais sur un ton plus léger, plus détaché. Très bien, docteur Lemieux, répondit Vernier. Si bien que j'ai arrêté le traitement, mes troubles ont disparu. Le médecin fronça les sourcils, baissa les yeux sur un dossier ouvert sur son bureau. Il feuilleta des pages pleines de chiffres et de diagrammes, et s'arrêta sur des planches d'imagerie radiologique en noir et blanc. S'inclinant sur sa chaise, Vernier parvint à distinguer des clichés de coupe de son crâne et de sa matière cérébrale, pareils à de gros œufs à la coquille épaisse, fendus en leur milieu, emplis de motifs bulleux et nervurés. Le neurologue releva la tête, croisa les doigts, posa la tranche de ses paumes sur l'arête du bureau. Ses phalanges blanchirent. Monsieur Vernier, vos examens révèlent un trouble du sang. Il s'agit d'une maladie auto-immune. Il l'interrogea du regard avec un air de condescendance. Vous savez ce que c'est, une maladie auto-immune? Vernier hocha la tête. Pour simplifier, continua le médecin, votre système immunitaire produit des anticorps qui inhibent une certaine protéine, et cela engendre la formation de mini-caillots dans les vaisseaux sanguins. C'est grave? En s'agglutinant, ces caillots finissent par léser des organes. Le médecin s'interrompit. Vernier fixait un endroit du plafond, comme si le discours provenait de l'étage supérieur et le gênait. C'est grave? Répéta Vernier en ramenant ses yeux à hauteur du bureau. Vous risquez un infarctus du myocarde ou un AVC, un accident vasculaire cérébral. Le docteur Lemieux s'arrêta une nouvelle fois. Légèrement décalé sur sa chaise, Vernier scrutait le sol, comme si les échos d'infarctus ou d'AVC remontaient du parquet stratifié. Vous souffrez du syndrome de Pabst-Thomas, dit le médecin. Vernier releva la tête. Comment? Vous êtes atteint du syndrome de Pabst-Thomas, énonça le docteur Lemieux. Pabst. P-A-B-S-T. Jamais entendu parler, fit Vernier. C'est un syndrome rare, découvert récemment. La technologie médicale devient si pointue qu'elle recense de nouvelles pathologies chaque semaine. Cela se soigne comment? Demanda Vernier d'un ton neutre.
Je vais vous orienter sur l'hôpital Étienne Barnard. Je vous demande en quoi consiste le traitement, reprit Vernier, comme s'il faisait passer un oral de thérapeutique au carabin Lemieux. Le médecin contracta ses lèvres sur ses incisives. Sa bouche ressembla un instant à celle d'un rongeur. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement spécifique pour éliminer vos auto-anticorps et empêcher les mini-caillots de se multiplier. La recherche médicale est démunie, comme souvent face à l'émergence de maladies auto-immunes dégénératives. Le pape Thomas est classé maladie orpheline. Vernier passa d'une fesse à l'autre sur sa chaise. Je suis foutu demanda-t-il. La trivialité dessina un rictus sur le visage ovale et pileux du neurologue. Le pronostic n'est pas bon, malheureusement. La voix du médecin n'était ni grave ni aiguë, juste monocorde, et de creuse, elle était devenue trouée. Les mots semblaient passer à travers. J'en ai malheureusement pour combien de temps interrogea Vernier en lui retournant son rictus. Au vu des analyses sanguines, votre état va s'aggraver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous allez être suivi en service hospitalier. Je ne peux pas me prononcer sur une fenêtre de vie. Vernier jeta un œil à la fenêtre du cabinet. La vue donnait sur un alignement d'arbres, sans doute ceux qui ombraient le parking de la clinique aperçu tout à l'heure. Il se demanda si le médecin s'était préparé à l'entretien pour lui annoncer une nouvelle aussi pénible. Les neurologues devaient être formés à la loi du tout ou rien, propre à leur discipline. Un mal de crâne, avait-il entendu dire au service santé du journal, c'est soit une migraine, soit une tumeur au cerveau ou un AVC. Il n'y a pas de gravité moyenne en la matière. Mais dans son cas, c'était encore autre chose, un problème de sang, un syndrome rare, orphelin. Le docteur Lemieux restait droit, impassible sur le fauteuil rotatif. Vous êtes sûr de ce que vous avancez questionna Vernier. Le médecin acquiesça en remuant 2 fois le menton, de haut en bas. Le taux d'auto-anticorps a été analysé sur 3 échantillons distincts. La numération plaquettaire et le taux d'enzymes aussi. Les outils sont très fiables. Au regard de vos malaises et de vos épisodes migraineux, le tableau clinique du pape Thomas est complet. Vernier laissa s'échapper une question qu'il avait sur le bout de la langue. Ce sont les résultats de vos analyses sanguines, ajouta le neurologue en faisant glisser une enveloppe blanche sur son bureau. Vernier se courba sur sa chaise, prit le pli, le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Et ceux de l'IRM cérébral, s'enquit-il. Ils seront transmis au service qui va vous prendre en charge à l'hôpital. Vous ne savez pas lire une IRM cérébrale? Bien sûr que si. Le médecin se pencha sur les œufs durs fendus en noir et blanc. L'imagerie est normale, aucun signe de tumeur ou d'altération des vaisseaux cérébraux. Alors tout va bien, lâcha Vernier. La détérioration des vaisseaux apparaît à un stade ultérieur du syndrome. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'AVC est l'un des risques majeurs du pape Thomas avec l'infarctus. Et moi, répliqua Vernier, je vous ai dit la semaine dernière que j'avais souffert de migraine ophtalmique à 20 ans. Avec l'âge et le temps, elles seront revenues, plus fortes. C'est une rechute. C'était une rechute, dont le tonzidium m'a guéri. Le neurologue soupira. Le tonzidium ne vous a guéri de rien, monsieur Vernier. C'est un excellent médicament de confort, actif contre les symptômes, les douleurs, mais il n'a aucun effet curatif sur le syndrome. Depuis un moment, Vernier cherchait à déceler chez le neurologue un signe de névrose susceptible d'induire une erreur d'analyse, un biais d'attention ou de négativité dans le traitement d'une information. Le plus évident sur la personne du docteur Lemieux restait la barbe, le conformisme, la coquetterie, le masque, l'ersatz de virilité de la barbe, se dit-il, à moins qu'il ne s'agisse d'une marque d'allégeance à un Christ, un Dieu, un prophète quelconque, ce qui serait impardonnable dans l'exercice de son métier. Le port de la barbe, quasi généralisé chez les jeunes hommes et les hommes encore jeunes, le laissait perplexe. Lui ne l'avait jamais laissé pousser, ou alors par paresse, désinvolture, pas longtemps, pas longue. Il planta ses yeux dans ceux du médecin, qui stagnaient, pareil à 2 billes d'eau croupie. Que penser d'un procédé consistant à annoncer à un patient que ses jours sont comptés, qu'il va crever comme un chien, sans qu'on ne puisse y remédier? Il se dit que l'attaque était mal portée, et en partie injuste. Le médecin se raidit sur son fauteuil. Sous la moustache soignée, l'arc des lèvres s'était tendu, déformé.
Dans votre situation, monsieur Vernier, je peux tout entendre, tout comprendre. L'agressivité, le désarroi, la sidération sont la norme face à ce genre d'annonce. J'ai bien conscience de son caractère dramatique, angoissant et injuste, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je ne vous ai pas dit que vous alliez crever comme un chien. Ce n'est pas mon vocabulaire. Je vous ai parlé en médecin qui doit une information loyale, claire et appropriée au patient. Ce n'est pas une information, docteur Lemieux, c'est une injonction. Le médecin plissa le front. Je ne comprends pas. Vous m'enjoignez à me préparer à mourir. Le médecin eut l'air de réfléchir. Il y a des protocoles pour adoucir votre état, le rendre le plus confortable possible. L'équipe hospitalière sera là, présente avec vous. Adoucir un infarctus ou un AVC massif, c'est gentil. Ils ne surviennent pas du jour au lendemain. Des signes avant-coureurs décident d'une hospitalisation. À partir de là, vous commencez un autre parcours de soins. Vernier regarda de nouveau au plafond, au pied de sa chaise, puis releva la tête. Des soins palliatifs? La gamme est large, elle comprend un accompagnement psychologique. Nous ne sommes plus au XXe siècle, monsieur Vernier. Vernier examinait la face fibrée du neurologue. Il repensa au tatouage en forme de caducée au poignet de son assistante. On travaillait le revêtement cutané à la clinique Cachin. Que savez-vous du XXe siècle interrogea Vernier. Le neurologue haussa les épaules tout en ouvrant les paumes et en écarquillant les yeux. L'expression de surprise parut si incongrue à Vernier qu'il esquissa un sourire. Le médecin posa les doigts sur le clavier de son ordinateur. Je vais vous délivrer un arrêt maladie, afin que vous fassiez sereinement le point sur votre situation. Je ne compte pas arrêter de travailler. Bon. Le médecin se massait le menton, le passage des doigts sur la barbe émettait un léger crissement. Quelle est votre profession? Je suis iconographe, répondit Vernier. Pardon? Je choisis les photos pour illustrer les articles dans un journal. Le médecin hocha la tête. Les entreprises de presse bénéficient d'excellentes mutuelles de santé, dit-il. Il tendit le cou et plissa les yeux comme s'il tentait d'apercevoir son patient au loin. Il faut reprendre le tonsidium, monsieur Vernier. Sinon les migraines, les vertiges, les névralgies réapparaîtront. Une maladie auto-immune, c'est une guerre que le corps se déclare à lui-même, n'en rajoutez pas. Je vous ai prescrit ce traitement pour une durée d'1 mois. Vous devriez être tranquille pendant ce temps-là. Les médecins hospitaliers à qui je vais transmettre votre dossier renouvelleront l'ordonnance avec d'autres produits. Prenez rendez-vous à Étienne Barnard. Mon assistante vous donnera les coordonnées. Il se tourna vers son écran et tapota sur le clavier. Je vais vous faire une lettre pour le service spécialisé. Un voyant rouge clignota sur la console du téléphone. Le neurologue avança une main vers le combiné en regardant Vernier. Excusez-moi, l'appel d'un confrère. Je suis à vous dans 1 minute. Le docteur Lemieux décrocha le téléphone et, d'une poussée des pieds sur le sol, recula sur le fauteuil à roulettes contre le mur. Salut, dit-il au combiné, je suis en consultation. Il se tut quelques secondes, puis sourit. Il faut compter 1 million d'euros. Mais j'en conseille l'achat aux confrères. La Telstar est une bécane extraordinaire, un joyau de la technologie IRM. Vernier se leva de la chaise, sortit du cabinet, posa en passant un billet de 100 euros sur le bureau de l'assistante du docteur Lemieux et dévala les escaliers. Message. Vernier poursuivit sa course à longues enjambées sur 100 mètres dans la rue, ralentit, puis se retourna en direction de la clinique Cachin. On ne le rappelait pas. Il offrit son front et ses joues au ciel plein de soleil. Ce fut comme si on lui tartinait le visage de miel chaud. Pour se déprendre d'un sentiment d'irréalité, l'impression de s'échapper des pages d'un roman, il tira son téléphone de sa veste. 2 messages lui étaient parvenus pendant sa consultation avec le docteur Lemieux. Le premier SMS envoyé par Sophie Mâche était ainsi libellé. Hello Pierre, j'espère que tu vas bien et que tu n'as pas changé de numéro. Je souhaiterais récupérer mes lettres et cartes postales. Je te rendrai les tiennes, évidemment. Échange de bons procédés. Réponse rapide espérée. La bise, Sophie. Dans l'état d'apesanteur où il se trouvait, il crut d'abord que le message était adressé à un autre Pierre, avant de mettre un visage sur cette Sophie Mâche, de revoir un corps nu, allongé, plus qu'alangui, sur une couette. Le second message, un MMS, envoyé par Coco, contenait la photographie de 2 adolescents rieurs,
une fille et un garçon, se tenant la main sur une pelouse devant l'escalier d'un perron. Les couleurs chaudes et le grain épais étaient caractéristiques des tirages à développement instantané en vogue dans les années 1980. La photo sortait sans doute d'un boîtier Polaroid 630 Light Mixer ou d'un 635 Supercolor. L'image était légendée en caractère électronique. Le temps passe, les souvenirs restent. Coco, dans son répertoire téléphonique, c'était Corinne Dugaret, la fille blonde vêtue de rouge et de blanc sur le Polaroid, sa petite amie quand il avait 17 ans. Ils étaient là tous les deux, à cet âge, hilars, devant la maison en meulière des parents Dugaret, à Montreuil. Vernier pianota une réponse et l'envoya. Merci, chère Corinne. Où sommes-nous maintenant? Pierre. Il reprit sa marche vers le boulevard Arago, s'assit bientôt sur un banc, rédigea un nouveau message. Coco, peut-on se parler? Cela me ferait du bien. Pierrot. Il substitua plaisir à du bien et fit partir le SMS. Il attendit la réponse quelques minutes, pensant tour à tour à sa santé et au passé. Il ne savait que penser de sa santé, et la réponse du passé ne vint pas. Il se leva, glissa le téléphone dans sa veste bleue en fine laine froide, la jeta sur son épaule, retroussa les manches de sa chemise blanche, se remit en marche. Une brise tiède mêlait des effluves de pollen au gaz de la circulation et au remugles de poubelles fondues. Le coin portait la trace d'émeutes récentes, vitrines étoilées d'impacts, enseignes arrachées, cloquées, noircies par le feu. Un couple sans âge, l'homme courbé en deux, la femme aux cheveux gris filasses, les faces barrées d'un masque bleu chirurgical, progressait lentement vers une pharmacie. Une sirène lui déchira les tympans, le fit sursauter. Un fourgon cellulaire blanc fonçait sur le boulevard, encadré par deux motards de la police, assis raides, les cuisses écartées, comme s'ils déféquaient sur leur trône de mousse. Vernier se demanda ce que pouvait bien ressentir le détenu en accrochant des pièces de puzzle de façade, de voiture, de visage, derrière le vitrage du Renault Master. Distinguait-il au moins quelque chose dans sa cage? Le prisonnier pouvait se rendre chez un juge d'instruction ou entrer en cellule. À cette heure, vu la direction du convoi, c'était sûrement la prison, et peut-être une criminelle qu'on envoyait derrière les murs, de la santé toute proche. Aux abords du jardin de l'observatoire, monté sur une estrade à la terrasse d'un café, un groupe d'adolescents répétait une séance de karaoké. Il reconnut les cadences allègres de «Je viens dîner ce soir» et calcula que le tube de Claude François avait 2 ou 3 fois l'âge des jeunes gens qu'il interprétait. À 17 ans, se dit-il, il ne nous serait jamais venu à l'idée, Corinne et moi, de chanter du Charles Trenet ou du Jean Sablon, alors qu'ils vivaient encore, qu'ils avaient même survécu à Claude François. Clo-Clo est éternel. Remontant la pente douce du boulevard Arago en bras de chemise et veste sur l'épaule, Vernier chiffrait, déduisait, supputait, en revenait sans cesse au diagnostic euphémistique du neurologue de la clinique Cachin. Syndrome de Pabst-Thomas, maladie auto-immune, rare, orpheline, 1 mois tranquille, sous antimigraineux, mais évolution rapide, hospitalisation, infarctus, AVC, et fermeture de sa fenêtre de vie, à la fin de l'été ou au début de l'automne. 120 jours, le compte à rebours restait abstrait, ouvert à de nombreuses variables. En 120 jours, lui, le docteur Lemieux, les fans posthumes de Claude François, les passants du boulevard pouvaient mourir de 1000 façons. Entre deux pointes d'effroi, il s'étonnait de la forme des corps, de la couleur des voitures, de la hauteur des arbres. Cette étrangeté complice le rassérénait. Il se confia au flux indifférent, fraternel et mortel de la rue. La voisine du dessus. Tournant au coin de sa rue après sa désertion de la clinique neurologique, Vernier reconnut une silhouette de taille moyenne, aux cheveux blonds cendrés, qui sortait de l'allée de sa résidence. Il allait croiser la voisine du dessus, ainsi l'appelait-il, quand il se parlait d'elle, sans rien en connaître que ses «Bonjour monsieur» ou «Bonsoir monsieur» qu'elle lui jetait au hasard de ses apparitions, comme un bouquet de fleurs au visage. Lui s'en tenait à de civils bonjour ou bonsoir, madame ou mademoiselle, n'aurait pas convenu à cette fille aux pommettes dessinées et au regard pétillant, qui semblait avoir beaucoup plus et beaucoup moins qu'une trentaine d'années. 20 mètres les séparaient désormais sur le trottoir. Elle avait coiffé ses cheveux en arrière. Il pouvait distinguer ses rondeurs sous une veste claire ouverte sur un polo grenat.
Marchant le regard droit, elle l'avait sans doute reconnu. La distance était encore trop grande pour esquisser un sourire le plus urbain, le plus furtif possible. Il abaissa légèrement son angle de vue. Elle portait un jean bleu délavé et des baskets Stan Smith blanches, dans le style bon chic bon genre des années 80. Pas le BCBG Auteuil-Neuilly Passy apprêté et bourgeois, plutôt le BCBG de la classe moyenne banlieusarde ou provinciale, plus relâché, érotique et sportif, s'ayant mieux aux états d'âme cotonneux de la girl next door. Chaque jour, à l'entrée de l'allée arborée, il levait les yeux sur la façade blanche de l'immeuble construit dans les années 70, les arrêtait au niveau du troisième étage, celui des studios, et fixait les ouvertures du premier logement à droite. Si le pot de fleurs prenait l'air sur le bord de la baie principale, si un rai de lumière filtrait de la fenêtre en verre dépoli de la cuisine ou de la salle de bain, il souriait brièvement, de ce sourire dont on dit, quand il faut s'en justifier, qu'il est comme ça, pour rien. Qu'une fille aussi gracieuse mange, urine, se lave les cheveux, fasse le ménage, s'endorme, à 3 mètres au-dessus de sa tête, le contentait. Lui plaisait d'autant plus que la parfaite isolation des murs l'exemptait d'imaginer quoi que ce soit de son intimité, de se faire des idées. Elle était là, c'est tout. Elle vivait au-dessus, sans bruit, et sans qu'il sache son nom, ni quel métier elle exerçait. Jamais il n'avait cherché à connaître son identité, à engager une conversation avec elle, au prétexte tout trouvé et résidentiel d'une panne d'ascenseur ou d'une réfection des couloirs. Échanger quelques phrases, poser les yeux sur elle plus de 5 secondes, c'était risquer un accès de mélancolie, un début de hantise, la déception, l'humiliation peut-être. S'éprendre d'inconnues, de passantes, cela lui était arrivé plus souvent qu'à son tour, à une époque de sa vie. Entre 20 et 40 ans, il avait empilé toccades, entichements, cristallisation. La dernière en date, Sophie Mach, lui réclamait ce jour même sa correspondance. Dans le cas de la voisine du dessus, Bernier avait compris ce qui lui aurait échappé plus jeune, que ces rituels et décidés bonjour monsieur ou bonsoir monsieur n'avaient rien d'engageant. Elle ne ralentissait jamais à son approche, que cette aménité relevait au contraire d'une tactique d'évitement, de dissuasion, qui signifiait à l'homme mûr, au monsieur qu'il était devenu, laissez-moi tranquille, ne m'abordez pas, je ne souhaite pas entretenir le moindre rapport avec vous, ne vous faites pas d'illusions. La première fois qu'il l'avait vue, il s'était peut-être trahi d'un regard trop appuyé, d'un air de surprise trop ravi. En dépit des apparences, ce n'était pas un bouquet de fleurs que la voisine du dessus lui jetait au visage chaque fois que le hasard les mettait en présence, mais une petite gifle non moins virtuelle qu'elle lui adressait, histoire de lui rappeler gentiment et fermement de ne pas l'importuner. Il ne pouvait donc espérer mieux que la croiser de temps à autre, comme en cette fin d'après-midi, devant le salon de coiffure. Bonjour, monsieur, s'exclama la voisine avec son immuable sourire. Bonjour, répondit-il, dans un sourire un peu moins furtif et civil qu'à l'accoutumée. Pour la première fois, il se retourna sur elle. Elle portait une queue de cheval serrée par un chouchou rouge. Vous allez bien lui demanda-t-il d'un ton enjoué. La queue de cheval chassa vers la gauche, sous l'effet d'un vent de surprise. Un instant, il entrevit le profil ébréché d'un rictus, puis les cheveux retombèrent dans la nuque et sur le col de la veste claire, tandis qu'elle s'éloignait en pressant le pas. Il composa le code de l'immeuble blanc et fonctionnel, pénétra dans un grand hall latté de bois verni. Le gardien venait de le verdir de plantes grasses en bac, alignées contre les plinthes.